Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 21e épisode de notre web émission Artiste-auteur un statut, aujourd'hui consacré à la question des résidences d'artistes-auteurs, c'est-à-dire aux dispositifs qui sont encadrés et permettent à un artiste-auteur de réaliser un séjour pendant lequel il va pouvoir développer une activité de création, de recherche ou d'expérimentation en bénéficiant de la mise à disposition d'un lieu temporaire par un lieu de résidence. Il existe 3 types de résidences, la résidence de création ou d'expérimentation, la résidence de diffusion territoriale et enfin la résidence association. Pour en parler, nous accueillons ce soir plusieurs intervenantes qui vont se relayer tout au long de nos discussions. Pour cette première table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Cadier, qui est autrice de nombreux ouvrages pour la jeunesse. Bonsoir Florence. Bonsoir. Également Maria Poblete, je l'ai bien prononcé? Très bien, parfait. Très bien. Autrice de romans pour la jeunesse, d'essais et d'ouvrages d'enquête. Et nous avons aussi avec nous Sylvie Goude-Baron, qui est directrice de la Maison des écrivains et de la littérature, qu'on a l'habitude d'appeler la MEL. Bienvenue à vous pour cette première table ronde. Alors, je vais commencer par poser une question à Sylvie. Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà la mission de la MEL concernant les résidences d'artistes-auteurs, s'il vous plaît? Alors, merci. Nous n'avons pas de mission concernant les résidences, mais en revanche, pour ce qui est des résidences de création, enfin, ce que vous avez très bien décrit, il n'existait pas avant 1993 de répertoire digne de ce nom, et la Maison des écrivains, qui existait déjà puisqu'elle a été créée en 1986, a fait ce répertoire des aides aux écrivains, et c'était les auteurs étaient Jean Guillouanneau et Geneviève Charpentier, et très vite il y a eu un guide des aides aux écrivains, donc là c'est paru aux éditions Séguier en 96, puis un guide des aides aux écrivains, bourses et résidences, c'était aux éditions Climat en mars 2000. Voilà, et tout ça a évolué, les sites se sont ordonnés, et donc aujourd'hui, la Maison des écrivains, qui au fond a toujours été un centre de ressources pour les écrivains et tous ceux qui veulent travailler avec eux, même si nous ne sommes plus financés en tant que centre de ressources, nous continuons à travailler dans ce sens. Et Nathalie Lurton, qui le regrette mais ne peut être avec nous ce soir, s'occupe sur notre site du secteur bourse et résidence, qui comporte un agenda qui avertit des appels à candidature, par exemple, de toutes les résidences qu'un auteur peut rencontrer, peut déposer un dossier, etc., etc. Donc on reste sur ce point-là très précisément un centre de ressources très apprécié des auteurs. Chaque année, la maison présente environ 150 résidences et 135 en France. Il y a quelques états et relations de résidence à l'étranger, mais évidemment, ce n'est pas la partie principale, mais au moins 135 résidences qui sont le reflet de ce que vous avez dit, c'est-à-dire création ou alors collectivité ou alors associé à une structure, etc., etc. Tout ce qui est très bien présenté également dans votre petit film. On verra tout à l'heure effectivement notre épisode de Dessine-moi un statut. Une autre petite question toujours pour vous, Sylvie. Vous diriez que vous travaillez avec combien de structures autour des résidences? Parce qu'il y a de nombreuses structures qui peuvent lancer des résidences sur leur territoire. Absolument. Alors, le chiffre exact, j'ai le nombre de propositions. Donc, il y a environ 135, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 135 résidences potentielles en France, et 150 si on comprend également l'étranger. C'est énorme. Ça a été exponentiel à partir justement des années 2000. Moi, il se trouve qu'avant d'être ici, j'ai travaillé en Rhône-Alpes, je dirigeais le Festival du Premier Roman. Ça fait 15 ans maintenant que je dirige la Maison des écrivains. Mais au Festival du Premier Roman, à l'époque, on avait aussi songé à créer à Chambéry une résidence avec la région, soutenue par la région et en partenariat avec ce qui s'appelle toujours l'ARALD, l'Agence Rhône-Alpes, du livre et de la documentation. Bon, bref, ça s'est développé énormément, ces résidences. Ils s'en créent tout le temps.
Et souvent, d'ailleurs, certaines, alors ce sont des collectivités ou des associatifs, téléphonent à Nathalie Lurton pour avoir des conseils en vue de la création d'une résidence. Comment la structurer, qu'est-ce qu'il est préférable de faire aujourd'hui, sachant quand même que les écrivains ont envie de faire en sorte que ces résidences, et c'est ce qu'ils désirent le plus, soient des résidences de création. Quand même, c'est ce temps, cet espace-temps qui leur est essentiel. Voilà. Et je pense que vous avez, alors j'ai imprimé ça tout à l'heure, vous avez certainement vu passer cette lettre ouverte à la ministre de la Culture qui réunit un collectif dont des CRL ou je pense à la Marelle, Pascal Journana à Marseille, etc., qui demande à ce que soit vraiment observé ce soutien aux auteurs via les résidences. D'accord. Très bien. Je vais laisser Maria et Florence peut-être me présenter le cadre dans lequel elles ont fait leur résidence respective, comment vous en êtes arrivées à faire une résidence tout simplement et quel était le cadre et qu'en avez-vous tiré? Qui veut commencer? Alors, je peux, si vous voulez. Moi, je reviens juste là de résidence d'écriture à la Villa Marguerite Yourcenar, dans le Nord. Et j'ai eu la chance de bénéficier pour la deuxième fois de cette résidence d'écriture. J'avais déjà été résidence à la Villa Yourcenar il y a 7 ans. Et jusqu'à très récemment, on pouvait aller en résidence d'écriture à la Villa Yourcenar une seule fois dans sa vie. Là, les règles ont changé et désormais, il y a davantage d'écrivains qui viennent donc sur une année, plutôt une vingtaine, 25, 30 écrivains par an. Autrefois, on passait entre 1 et 2 mois de résidence et désormais, c'est 1 mois de résidence. Donc là, on a repris contact avec moi en me proposant de revenir en résidence, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Alors, pour moi, les résidences d'écriture sont vraiment... Alors, j'ai bénéficié de la Villa Yourcenar 2 fois dans ma vie. Ce sont à chaque fois des moments précieux de création. Ce sont des moments où on est pas hors la vie, hein, parce qu'on va revenir, on a quand même, il y a des contacts avec des publics, mais on est vraiment, tout est fait pour que l'écrivain soit déchargé de tout ce qui est matériel, problématique quotidienne, problématique, voilà, y compris de nourriture. Enfin, on va jusqu'au moindre détail. Donc, pour moi, à chaque fois, c'était un moment, une bulle parfaite de création. Quand on a une famille, quand on a des enfants, on a des charges mentales qui sont lourdes. Et là, c'est vraiment un moment de création pure. On arrive, on pose ses valises et on nous dit, voilà, la seule chose que tu as à faire, c'est de penser à ton roman ou ton écriture en cours. Rien d'autre. Et c'est formidable, enfin, c'est extraordinaire. Pour moi, c'était à chaque fois. Et donc là, j'ai avancé un roman jeunesse pour Actes Sud Junior que je n'ai pas tout à fait terminé, mais c'était un mois intense de création. Voilà, donc c'est vraiment le lieu de... c'est une bulle, c'est un lieu de création et on est concentré sur son travail. Ça passe très vite, c'est long, à la fois c'est long, un mois on se dit bon, on va faire plein de choses, on va vraiment avancer et ça passe très vite. Et c'est un pur bonheur, enfin, c'est extraordinaire. Alors là, vous nous avez quand même présenté des conditions idéales, j'ai l'impression, de résidence. Pour moi, c'est l'idéal. Oui. Les conditions de création, les conditions matérielles, les conditions de vie quotidienne, on a une voiture à disposition, des vélos, enfin, tout est une gouvernante qui nous prépare le dîner chaque soir.
je pense que oui, c'est la Rolls-Royce des résidences. Il y en a une autre, Maria. Bon, Non, mais alors c'est pas ici, mais vous la connaissez sûrement. Un site de résidence très prisé maintenant et par des auteurs également autrices français et françaises. C'est la Fondation Vera Michalski. ah oui. Alors c'est pareil. C'est pareil. Ah oui, oui, c'est le rêve. Mais là, oui, vous avez cité une des Rolls, en effet, de la Villa de la Yourcenar. résidence. Et pardon, mais moi, je vous pose une question. Justement, je crois qu'à Yourcenar également, il y a la possibilité heureuse de se croiser. Donc, vous rencontrez. Absolument. Absolument. C'est ce dîner qui est préparé chaque jour par la gouvernante. Et donc, on se retrouve les trois. On est simultanément 3 écrivains, écrivaines en même temps. Donc, on ne se voit pas du tout la journée. Chacun est dans son monde, y compris avec des horaires complètement décalés. Moi, là, j'ai partagé la résidence avec Jean-Marc Turine et Alexandre Lenot, qui avaient des horaires complètement décalés. C'est-à-dire qu'Alexandre, lui, terminait son travail à 4h30 du matin, l'heure à laquelle Jean-Marc se levait. Donc, il nous préparait le café. Donc, ils se croisaient à 4h30, 5h. Donc, on ne se voyait pas du tout la journée, très peu. Mais il y a ce moment... disons, on dit obligatoire, mais bon, évidemment, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte, c'est du plaisir de se retrouver le soir à dîner, où là, on parle, on se remonte souvent le moral, voilà, j'y arrive pas, la page blanche, etc. Mais c'est très riche parce que, bon, on échange aussi sur nos problématiques d'écriture, quoi. Oui, bien sûr. Florence, je vous laisse du coup nous raconter votre expérience de résidence. Alors moi, je mettrais un bémol sur... j'en ai fait 2. Une dans le Val de Nièvre, à côté d'Amiens, où là, c'était une résidence d'écriture où j'intervenais dans les écoles. Et donc, ça a été très intéressant. Mais effectivement, je n'ai pas eu le temps d'écrire. En fait, quand j'y allais 1 semaine par mois. Bon, alors après, j'avais peut-être 3 semaines derrière moi pour écrire, mais la semaine où j'étais sur place, j'intervenais dans les écoles. Loger dans une chambre d'hôte, voilà, avec un peu dépendante aussi des bibliothécaires. Donc, c'était moins idyllique que ce que raconte Marie. Par contre, j'ai eu la chance de partir en Nouvelle-Zélande et de faire la résidence d'écriture proposée par l'ambassade de France. Et là, c'est ce que raconte Marie, c'est-à-dire que vous avez 5 mois, vous êtes logé, vous avez un petit cottage, vous êtes à Wellington, et là, on vous laisse écrire. Vous avez vraiment tout le temps disponible. Vous avez 5 mois d'écriture à vous plonger dans votre histoire. Personne ne vous dérange. Sauf, alors, après, vous donnez 15 jours sur les 5 mois à rencontrer un public. Ça a été 1 semaine en Nouvelle-Calédonie et 1 semaine dans les alliances françaises du pays. Mais le reste du temps, je travaillais à mon rythme comme je voulais et je faisais ce que je voulais de mes journées. Et c'était, je comprends, extraordinaire parce que là, on est loin de tout. On est à 12 heures de tout le monde. C'est-à-dire quand il est midi en France, il est minuit là-bas. Donc c'est il y a un décalage énorme. La famille, bon, est loin, mais vous manque, mais bon, vous avez pas, enfin, je sais pas, vous avez pas de choses qui vous interpellent, qui vous appellent, qui vous prend l'esprit. Vous êtes loin de tout. Donc, de toute façon, vous êtes obligé d'être dans votre bulle. Et après, moi, sur 5 mois, je sais que le premier mois, j'ai beaucoup marché dans la ville avant de commencer à écrire. J'ai beaucoup essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et puis après, j'ai eu des moments des grandes plages d'écriture où j'étais seule et on me laissait tranquille, quoi. Et ça, c'est l'idéal. L'idéal. Moi, je crois Oui, excusez-moi. Non, je vous en prie, mais je pense, en vous écoutant toutes les deux autrices, je pense que les résidences, à l'origine, ça fait un petit bail que je pérégrine dans cet univers du livre et de la lecture, de la littérature.
Et je pense qu'à l'origine, les résidences étaient beaucoup plus des résidences de création. Quand on prend les exemples alors pour les auteurs, par exemple, si on prend un Nichon, Patrick Deville, Olivier Rollin, enfin, tous ceux qu'on connaît bien, Jean Rollin aussi, les résidences auxquelles à quoi ils participaient, notamment à l'étranger, aussi à l'étranger, c'était vraiment des résidences, je pense aux missions Stendhal, par exemple, etc. etc. Ah oui. C'était des résidences de création et petit à petit, on a vu au fil des années se mettre en place à la demande souvent des collectifs, et notamment de l'État, des collectifs, mais d'abord du ministère de la Culture et notamment des DRAC, des résidences. Et d'ailleurs, ça avait pris des proportions telles qu'il a fallu faire marche arrière. C'est-à-dire que les auteurs devenaient des animateurs socioculturels et c'est très important. Il ne faut surtout pas oublier cette relation et cette transmission de votre travail moi je ne dis pas public, mais aux lecteurs. Bon. Mais il faut quand même garder ces proportions tout à fait raisonnables. Alors maintenant, c'est 70%, 30% d'éducation, souvent artistique et culturelle. Mais voilà, je pense que vous avez besoin, et je ne me fais pas, comment dirais-je, l'apôtre de... Je crois que les auteurs ont besoin de ces temps, comme vous les avez décrits, de création, ou pas forcément une bulle, parce que ça peut être aussi très dérangeant dans la création, une bulle coupée de tout, mais des moments où vous êtes déchargé de tout. Et on a vu quand même se développer au fil des années de plus en plus de demandes, de contreparties. Oui. Voilà. Oui. Alors justement, je voudrais préciser, en effet, à la Villa Marguerite Yourcenar, on est vraiment, c'est du temps d'écriture. Il y a tout de même un minimum de médiation à assurer. Personnellement, là, au mois de mai, je suis intervenue dans 2 établissements scolaires et auprès d'un autre groupe de collégiens. Donc, c'était en gros 3 demi-journées de médiation culturelle auprès du public, auprès de mon lectorat, en fait, plutôt des adolescents, puisque j'écris plutôt pour les adolescents. Et je trouve ça très bien aussi, c'est-à-dire que d'abord de rencontrer son public, son lectorat, ça c'est moi j'adore. Et deuxièmement, je trouve normal de rendre à la collectivité. On est quand même, on est nourri, logé, blanchi, on est super bien accueillis. On bénéficie d'une bourse, je ne sais pas si on en parlera, d'une bourse, de sommes de déplacement. Donc, moi, je trouve ça normal de rendre. Bien sûr. Dans une certaine mesure, tout de même. Oui, dans une certaine pas non plus trop, faut pas devenir médiateur culturel et animateur socioculturel, c'est évident. Mais un minimum de retour, moi, ça me semble logique, normal. Oui, un minimum, oui, mais il ne faut pas que ça demande. Moi, je sais que la première résidence que j'avais faite, elle me demandait beaucoup de travail. Parce qu'en fait, c'était des journaux que j'avais fait. Donc, j'y allais une semaine. Je voyais toute la semaine des classes. Et ensuite, on faisait des petits journaux. Donc, il y avait toute une mise en page à faire derrière que je faisais sur mon temps. Voilà, de personnel. Donc, ça dépend. Il faut faire un petit peu attention. Des rencontres, c'est très, très bien. Mais après, quand ça demande un travail personnel qui est très lourd, bon... C'est ça. Oui, il faut prendre en compte cette préparation et la préparation de l'atelier, etc. Quand on parle de 30%, effectivement... Parfois, c'est plus. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit 30%. De temps d'atelier. Il faut prendre en compte la préparation, le déplacement. Et parfois, on arrive à 50 après. Voilà. Oui. Alors, Nathalie Lurton, qui est en relation avec les écrivains et les porteurs de projets de résidence, etc., ceux qui les animent, les dirigent, etc., prend soin sur le site. Et d'ailleurs, plus des structures présentent vraiment les conditions de résidence, plus en fait elles sont sérieuses et en capacité de vous montrer ce que vous allez devoir faire sans tromperie. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est j'allais dire, à regarder et à observer dès le début d'une relation ou d'un échange avec le porteur de projet. Parce que là, oui, en effet, vous pourriez être amené à faire des choses
dont vous ignoriez même qu'elles puissent exister avant d'être engagées. Donc là, il faut être prudent. C'est pour ça que le travail fait notamment sur notre site par Nathalie Lurton de vérification, on est sûr que quand une résidence est proposée sur le site, d'abord parce qu'ensuite on a les écrivains en ligne et ils nous disent oh là là, c'est pas tout à fait comme c'est dit, voilà, c'est rare, c'est très rare, mais il faut quand même que vous soyez, je crois que c'est aussi dit dans le petit film que vous allez voir, il faut vraiment veiller au contrat ou à la convention qui lie à la résidence. Ouais. C'est ça, vraiment, s'il y a un conseil à donner aux auteurs, c'est encore une fois de lire le contrat, lire la convention avant et de bien se mettre d'accord avec l'organisme qui les accueille et le lieu sur exactement leurs prérogatives et ne pas oublier qu'ils sont auteurs et pas animateurs, notamment. Ouais. C'est un des écueils. Alors moi, j'ai déjà pas mal de questions dans le chat. Alors, je vais en poser à Sylvie notamment. Est-ce qu'il existe des résidences gérées par des structures privées ? Oui, bien sûr. Mais alors là, oui. C'est oui, et ce que je recommande aux internautes qui nous suivent là, c'est vraiment d'aller sur le site Bourse et Résidences. La liste est complète, il y a un descriptif, vous allez tout trouver. Et oui, bien sûr, on est parfois appelé par par exemple, il y a je crois que c'est au Portugal. J'ai été en relation il y a 1 an et demi, c'était avant le premier confinement, avec une structure au Portugal, mais privée, qui mettait en place, et c'est arrivé par une écrivaine que je connais qui avait été invitée, et justement cette structure cherchait à développer des résidences. Il y a également justement à Chambéry une résidence interdisciplinaire liée au théâtre, c'est l'Espace Malraux qui est une scène nationale où il y a des comédiens mais pas seulement, des auteurs dramatiques, etc. Et c'est privé. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça existe bien sûr, mais je pense qu'en se référant au site, vous aurez ces détails-là qui ne sont pas inintéressants du tout, bien au contraire. Bien sûr. J'avais une autre question toujours pour vous, Sylvie. Quels sont les dispositifs ouverts aux auteurs auto-édités ? Alors, c'est une question qui est... Dans les conditions, on voit souvent des résidences d'avoir édité à compte d'éditeur au moins un livre, voire 2, voire 3. Alors, déjà, la Maison des écrivains travaille avec des auteurs qui ne sont pas auto-édités. Et j'allais dire, c'est à peu près pareil. Voilà, auto-édité, c'est plus difficile. De toute façon, c'est difficile. Je ne vois pas, quel serait l'intérêt pour une structure d'inviter des auteurs auto-édités qui, par ailleurs, ne seront pas soutenus. Alors, tout à l'heure, Maria a parlé des bourses, mais les auteurs auto-édités ne pourraient pas demander, par exemple, une bourse de résidence au CNL. Ça pose des questions en chaîne. Et alors, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y en ait sur le site de résidences ouvertes à des auteurs auto-édités, parce que ne pas oublier que dans des résidences, parfois, et heureusement, et souvent, les auteurs bénéficient d'une bourse de résidence. Donc, je veux dire, en général, c'est 2 000 € par mois, à peu près. Et donc, pour obtenir cette bourse, je ne vois pas quelle structure pourrait financer, que ce soit dans les régions ou l'État et les régions ou une municipalité. Je ne crois pas que ce soit d'abord et avant tout aux auteurs auto-édités que ça va s'adresser. Oui, parce qu'on précise, effectivement, c'est souvent soit le CNL, soit les agences régionales du livre qui vont gérer cette rémunération par la bourse, en fait, pour la résidence. J'ai d'autres questions, j'en ai plein. Alors peut-être Florence et Maria, vous allez pouvoir aiguiller les personnes là-dessus. Pour des jeunes auteurs avec, par exemple, une seule publication, comment mettre toutes les chances de notre côté pour être sélectionnés ? Alors, de manière générale, il y a aussi une question qui peut se référer aussi à ça. Faut-il présenter un projet qui est en voie d'acceptation par un éditeur, ou est-il possible de proposer un projet non encore discuté avec un éditeur ? Donc, c'est la question de comment on accède à la résidence, comment on monte son dossier, en fait, qui revient là pas mal dans le chat.
Alors, de ce que je connais, donc de la Villa Yourcenar, on ne ramasse pas la copie à la fin de la résidence, par exemple. Donc, il n'y a pas de contrainte, d'obligation d'avoir signé un contrat sur le projet qu'on présente. Ce que moi, je pense que ce qui est important, c'est pouvoir justifier cette résidence par un besoin de calme et un besoin de conditions financières. Donc, convaincre le jury, c'est en général quand même plusieurs personnes qui décident, hein, c'est pas une seule personne qui va décider, convaincre des personnes qui vont regarder votre dossier de ce besoin d'entrer, de continuer, de développer sa création, y compris si on n'a publié qu'un seul livre. Justement, on encourage beaucoup les jeunes auteurs, même s'ils sont plus âgés, mais en tout cas, après les premiers romans, les premiers livres publiés, moi je crois que là, c'est tout à fait, ça peut tout à fait se justifier, dire, voilà, je veux continuer à écrire, je veux continuer à être publié, et j'ai besoin de cette résidence pour... et après, la question, c'est le projet. C'est souvent sur projet. C'est un projet de livre. C'est pas... voilà, c'est pas... ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est vraiment un projet. En sachant aussi que le projet peut évoluer, évidemment, et va évoluer. Surtout, alors je pensais à la résidence d'écriture en Nouvelle-Zélande, où ils demandent effectivement un projet d'écriture. Et moi, ce que j'avais envoyé n'avait aucun rapport avec ce qui est arrivé, ce que j'ai écrit là-bas. En fait, donc, peut-être que sur les projets, ils sont moins regardants. Je ne sais pas, que sur la lettre de motivation, effectivement, Maria, où il y a ce besoin d'écrire, ce besoin d'avoir du calme, ce besoin d'avoir un financement aussi, donc évidemment, et d'avoir la tête un peu libre. Les projets, moi je trouve que ça évolue beaucoup au fil de l'écriture, au fil de l'expérience qu'on a dans la résidence. Voilà. C'est évident. Par exemple, moi, j'étais prévue l'année dernière pendant le confinement. Donc, toutes les résidences, enfin une partie des résidences de 2020 ont été décalées à 2021. Et moi, quand je suis arrivée à la villa, j'ai expliqué à la directrice, j'ai dit, moi, le projet pour lequel j'ai postulé, il est déjà écrit. Je n'allais pas attendre non plus. J'ai écrit autre chose. Donc, il n'y a pas non plus de... Alors, si vous me permettez... Moi, j'ai été 3 ans membre de la commission vie littéraire au CNL, donc une commission qui justement octroyait les bourses de résidence. Hein. Et je dois dire que, sans divulguer quoi que ce soit, les membres de la commission qui octroient les résidences sont avant tout, regardent avant tout le travail de l'auteur. Pas seulement son projet, mais le travail. Donc, au fond, on soutient la littérature. Votre travail est littéraire. Donc, je dois dire qu'un auteur dont l'œuvre... et d'ailleurs, il y a des primo-romanciers, primo-auteurs qui sont magnifiques. Donc, tout repose sur la qualité de votre travail. Ça, c'est primordial. Ensuite, bien entendu, quand là, vous avez cité Yourcenar ou Wellington, par exemple, mais il y a, c'est vrai, des résidences qui sont peut-être un peu plus spécifiques, avec une identité, une singularité plus spécifiques, qui vont demander une orientation d'un travail. Donc là, la commission peut aussi regarder l'adéquation, la cohérence entre un projet d'écrivain et la structure. Si par exemple, là en ce moment, nous on est très portés vers l'écologie, la biodiversité, bon, il se peut qu'un site de résidence porte là-dessus. Donc le projet il est aussi à construire avec le porteur de la résidence, enfin voilà. Et enfin, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, d'abord le travail et la qualité du travail littéraire des auteurs qui sont dans cette demande, qui font cette démarche.
Après, il faut bien se dire que chaque résidence est différente. Alors, il y a un cadre législatif, on en reparlera tout à l'heure, notamment avec Stéphanie Lecam. Mais il y a des projets très spécifiques sur des territoires aussi qui vont demander. Moi, je me rappelle avoir déjà postulé à une résidence dans un territoire qui demandait notamment à ce que le livre que j'allais écrire soit en relation avec ce territoire. Voilà, c'est des choses qui sont pas forcément souhaitables, mais qui n'empêchent existent. Donc ça aussi, quand on décide de postuler, il faut faire attention aux différentes conditions qui sont exigées, qui peuvent être très drastiques parfois. Voilà, vous vouliez dire quelque chose, rebondir là-dessus, Sylvie, peut-être? Non, mais j'opinais du chef parce qu'en effet, ça faisait partie. C'est ce que je voulais dire. Je ne trouvais plus, vous l'avez dit. D'accord. Il y a eu aussi un écueil quand tout ça s'est mis, quand ça a été exponentiel, comme je le disais tout à l'heure. Il y a que les auteurs ne travaillent pas pour des agences de tourisme, et donc une ville ne peut pas inviter un écrivain sous prétexte d'écrire. Voilà, un texte sur le donjon qui surplombe la ville. Ça, c'est pas du tout souhaitable. En revanche, le projet peut être extrêmement intéressant pour l'écrivain. Ça peut être une commande, mais à ce moment-là, c'est un accord conclu préalablement, et ça correspond ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça entraîne l'auteur vers un travail véritablement de création. Mais c'est plus du tout une commande du type que vous avez décrite et qui n'est pas souhaitable, en effet. Bien sûr. Alors, est-ce que j'ai une autre question? On me demande si on habite dans les résidences, et si oui, comment ça se passe si on a une famille, par exemple avec des jeunes enfants dont on ne va pas se séparer pendant des mois. Ça aussi, c'est une question de est-ce que les résidences peuvent accueillir la famille? Ça va dépendre aussi. À Wellington, oui. D'accord. À Wellington, ils peuvent, le cottage qui est mis à disposition a 2 chambres. Donc la famille peut venir, je pense que c'est à leurs frais, évidemment, mais la famille est accueillie dans le cottage. Après, l'autre résidence que j'avais faite dans le Val de Nièvre, non, j'étais en chambre d'hôte. Donc, j'ai pas pu... non, c'était impossible de faire venir la famille. Oui. Et je crois que Maria, c'est pareil, non? Oui. Alors, à la Villa Yourcenar, pas de famille, pas de visite en semaine. Une possibilité d'accueillir son mari ou ses enfants le week-end, mais vraiment, ça doit se négocier avec les autres écrivains. C'est une grande maison, certes, mais voilà, on peut avoir aussi besoin de grand calme le week-end. Donc, on peut venir avec ses enfants le week-end. C'est exceptionnel. Voilà, c'est pas interdit, mais c'est pas non plus hyper encouragé. D'accord, très bien. Oui, c'est vrai que ça fait partie aussi il faut pouvoir s'organiser autour de la résidence. Malheureusement, ça peut exclure beaucoup d'auteurs du champ des résidences, malheureusement. Je pense que ça se négocie avec la direction. Ça peut se négocier. D'accord. Mais je comprends que ce soit compliqué quand il y a une résidence qui dure 1 mois ou 2, d'emmener des jeunes enfants, les déscolariser, ça peut être compliqué quand même. Si on part comme ça, souvent il y a des résidences où ils vous demandent de venir 1 semaine, 15 jours par mois, et ça dure sur 3-4 mois. On ne voit pas très bien comment on fait quand on a des enfants en bas âge. Oui, ça peut être compliqué. C'est un petit peu compliqué. Sylvie, je vais devoir vous laisser. Il me semble que vous n'êtes plus disponible dans 1 minute. Pas encore avoir une minute, mais je resterai volontiers avec vous. Hein, mais
je suis requise et je ne peux pas échapper. Mais non, je voulais dire que, vous savez, la région Île-de-France, comme beaucoup de régions, sont très, et la région Île-de-France l'est particulièrement, très pourvoyeuse de résidences d'auteurs. Hein. C'est énorme, le nombre de résidences. Et bien entendu, là, dans ce contexte-là, en général, les auteurs vivant en région n'ont pas d'habitat, mais ils sont associés, vous le savez, à des lycées, ça peut être des librairies, ça peut être une structure culturelle, un théâtre, etc. etc. Mais le service livre et lecture de la région Île-de-France travaille assez formidablement sur ces questions de soutien aux auteurs via les résidences. Vraiment, regardez-là parce que c'est franchement intéressant. C'est très bien. Voilà. Et comment ils sont logés, par exemple? Justement, ils sont sont pas logés, puisqu'en général, ils vivent en Île-de-France. Ah oui, mais par exemple, si moi j'habite à 100 km de l'Île-de-France, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas la faire. Florence, que vous ayez un super dossier et un cousin à Paris. Vous trouvez la structure, je sais pas moi, la RATP qui vous loge. Ah oui, dans un wagon. Mais par exemple, vous voyez un écrivain italien qui est membre du conseil d'administration de la maison, c'est Roberto Ferrucci. Alors lui, il vit à Venise et on aimerait bien qu'il y ait des résidences à Venise pour tous les écrivains. Mais lui, peut prétendre, par exemple, s'il a un bon projet, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas demander une résidence à Paris, mais il faut qu'il se débrouille pour D'accord. à Paris, voilà. Mais c'est ouvert, bien entendu, à des auteurs qui ne sont pas franciliens. Hein. Je crois, en tout cas, je le dis parce qu'il y en a beaucoup et c'est intéressant. Oui, de toute façon, toutes les régions, toutes les agences régionales du livre proposent des résidences avec des conditions très différentes. Et effectivement, le mieux est d'aller sur le site de la MEL pour voir votre très belle carte interactive. Non, mais c'est aussi intéressant parce que Florence parlait de Wellington, mais il y a des régions, je pense à Auvergne-Rhône-Alpes, qui par exemple, on va dire qu'ils sont jumelés au Canada, et donc il y a des résidences, des échanges comme ça. Ah oui, c'est vrai. C'est génial, parce que ça permet aussi aux auteurs de, comme le disait Maria, le soir à la Villa Yourcenar au dîner, mais là, vous rencontrez aussi des auteurs étrangers, puis bien sûr, après, il y a les résidences auteurs, traducteurs, je pense à la MIT, la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire, que dirige Patrick Deville. Voilà, il y a mille et une formes de résidence, mais encore une fois, et j'en finirai pour ce qui me concerne, veillez, soyez très prudents sur le contrat, en fait, ce qui vous lie au porteur du projet de résidence, vous, auteur, autrice, et puis appuyez-vous aussi, ayez confiance en votre travail, c'est ça qui est reconnu d'abord, et après, profitez-en, parce que ce sont des structures formidables, hein, pour peu que la création soit largement prioritaire. Voilà. Bien sûr. Beaucoup, j'espère que Merci Sylvie. Merci. On va vous laisser et en même temps, on va passer à notre rubrique Dessine-moi un statut qui est aujourd'hui illustrée par Aurélien Fernandez. Émilie, je te laisse lancer Dessine-moi un statut. Au revoir. La résidence est un séjour au cours duquel l'artiste-auteur ou autrice va développer une activité de création, de recherche ou d'expérimentation en bénéficiant de la mise à disposition temporaire d'un lieu par une structure de résidence. En toute logique, l'artiste-auteur pourra ainsi bénéficier d'un cadre dont la vocation première sera de lui fournir les moyens humains, techniques et financiers de développer son activité de création. Selon une circulaire de 2006, on distingue 3 types de résidences. La résidence de création ou d'expérimentation, qui contribue à donner à un artiste les conditions techniques et financières pour concevoir, écrire, achever, produire une œuvre nouvelle. La résidence de diffusion territoriale, qui s'inscrit dans une stratégie de développement local avec un objectif de sensibiliser un territoire au domaine artistique auquel se rattache l'activité de l'artiste-auteur accueilli. Cette forme de résidence est largement développée dans le cadre de la politique de généralisation de l'éducation artistique et culturelle. Enfin, la résidence association, qui correspond à la présence d'un artiste-auteur dans un établissement culturel sur une durée beaucoup plus longue avec une mission de création, de diffusion et de sensibilisation. La structure de résidence s'engage ainsi à mettre à la disposition de l'artiste-auteur des lieux et outils adaptés à titre gratuit, ainsi que les savoir-faire de son équipe de manière à accompagner l'artiste-auteur. Il lui incombe également de mettre en visibilité durant son séjour l'artiste-auteur accueilli.
De son côté, l'artiste-auteur sera tenu à une présence effective au sein de la structure pendant toute la durée de la résidence. Il arrivera fréquemment que d'autres obligations lui incombent également, l'invitant alors à la plus grande vigilance avant de signer son contrat de résidence. Ce contrat pourra prévoir notamment des rencontres avec le public. Dans ce cas, son attention sera portée sur un principe important. Ses actions devront demeurer secondaires par rapport au temps global de la résidence. Il faudra aussi veiller aux dispositions contractuelles impliquant la mise en œuvre de ses droits d'auteur et plus largement du devenir des œuvres. Si le contrat de résidence prévoit une cession des droits de reproduction et ou de représentation, il faudra alors procéder à l'établissement d'un contrat de cession en bonne et due forme et prévoir une contrepartie sous forme de droits d'auteur. La structure devra rémunérer l'artiste-auteur sous forme de bourse de résidence, bourse à laquelle pourront s'ajouter d'autres rémunérations en contrepartie des rencontres avec le public ou en contrepartie de cession de droits d'auteur selon l'utilisation des œuvres. Avant l'entrée en vigueur du décret du 28 août 2020, il était prévu que les revenus tirés des résidences entrent intégralement dans le champ des revenus artistiques dès lors que deux conditions étaient réunies. D'une part, le temps consacré à la création devait être supérieur ou égal à 70% du temps total de la résidence. D'autre part, un contrat devait prévoir l'ensemble des activités réalisées par l'artiste-auteur et indiquer pour chacune le temps consacré. À défaut, ces revenus ne pouvaient être assujettis en tant que revenus artistiques et étaient susceptibles d'être requalifiés. Depuis le décret du 28 août 2020, l'article R 382.1.1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les résidences de conception ou de production d'œuvres, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, constituent des revenus artistiques principaux soumis aux cotisations du régime artiste-auteur. Or, ces nouvelles conditions ne sont toujours pas connues à l'heure actuelle. Nous invitons donc les artistes-auteurs et autrices à être attentifs aux futures réformes, puisque ces règles guideront les prochains usages en matière de résidence. Bonjour, je suis Frédéric. Nous voilà de retour sur le live. Donc, on est toujours avec Florence et Maria et Stéphanie Lecam, que j'aime appeler notre Queen-Aman, la directrice de la Ligue et également juriste, nous a rejoint. On va parler de choses un peu plus juridiques, du coup, un peu plus techniques peut-être. Et je vais commencer avec une question à Stéphanie, qui va sûrement intéresser beaucoup de gens dans le chat. Comment déclare-t-on les revenus artistiques liés à une résidence ? Cette question, elle revient très souvent. C'est d'ailleurs une question qu'on nous pose beaucoup à la Ligue des auteurs professionnels. Alors en fait, souvent, d'ailleurs, la réponse inquiète et sans doute faut-il rassurer aussi ceux qui nous écoutent, mais globalement, en fait, elle se déclare en BNC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérogation possible puisqu'on estime que le revenu qui est tiré en contrepartie d'une résidence n'engage pas en fait un droit d'auteur, c'est-à-dire un droit de reproduction ou un droit de représentation, si bien que tout le système dérogatif qu'on connaît, qu'on connaît en matière de déclaration de traitement et salaire ne joue pas ici dans le cadre des revenus tirés d'une résidence. Alors, il y a quelques petits bémols à retenir quand même, parce que si par exemple, dans le cadre de ma résidence, je crée une œuvre de l'esprit qui va donner lieu à une cession de droit, à ce moment-là, eh bien, les revenus qui pourraient être tirés de la contrepartie de cette cession de droit pourraient, pour le coup, être soumis à cette dérogation qu'on vient d'évoquer à propos des fameux traitements et salaires. Voilà. Alors, on a déjà parlé en première partie, mais du coup, je vais continuer sur ce sujet qui est très important. On a discuté du fait que la création doit rester la priorité de la résidence et que parfois, malheureusement, souvent même, de plus en plus, on a des dérives sur l'aspect médiation culturelle qui peut se transformer même en animation. Alors, je sais qu'il y a eu notamment un décret, le décret du 28 août 2020. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et nous dire ce que ça a pu changer peut-être sur la législation concernant les résidences ?
Alors, actuellement, je vais vous décevoir, pas grand-chose, parce qu'on attend toujours que le texte soit complété par un autre, mais pour vous faire un peu le avant-après ce décret du 28 août 2020, en fait, donc les revenus tirés des résidences étaient concrètement étaient considérés comme des revenus principaux, des revenus artistiques principaux, et on avait mis au point un système, en gros pour le dire simplement, et bien s'agissant de ces revenus tirés, cela entrait intégralement dans le champ des revenus artistiques dès lors que deux conditions étaient réunies. Alors d'abord, il fallait que le temps consacré à la conception ou à la réalisation de l'œuvre soit supérieur ou égal à 70% du temps total de la résidence. C'est un peu technique, mais en fait, c'est pas très compliqué. Vous imaginez le temps complet de la résidence et puis vous calculez celui qui est consacré à la création. Si vous dépassez les 70%, à ce moment-là, ce revenu tiré de la résidence peut être déclaré comme un revenu principal. Il y avait une deuxième condition, il fallait que l'ensemble des activités de l'artiste-auteur ou de l'autrice réalisées dans le cadre de cette résidence fassent l'objet d'un contrat qui énonce l'ensemble des activités réalisées par l'auteur ou l'autrice et le temps qui était consacré à chacun, en fait, à chaque pôle, je dirais, pendant ce temps de résidence. Parce qu'on se rend compte souvent que ces résidences, elles peuvent impliquer d'autres éléments qui, parfois, sont totalement étrangers à l'objet premier de la résidence. Notamment le fait de faire de la médiation, de rencontrer du public. Alors parfois, la rencontre avec le public, elle peut être, je dirais, une démarche de création qui va être induite directement dans la résidence. Mais globalement, quand en fait on passe du temps avec du public, on peut questionner la qualification juridique de ce temps passé à la rencontre du public. Ok. Florence et Maria, vous voulez rebondir là-dessus? Moi, c'était pas très clair. Désormais, c'est cadré, c'est 70% du temps de création et 30% du temps en médiation. C'est la règle. Alors, la règle, justement, en fait, c'est un peu plus tordu que ça. C'est-à-dire que concrètement, actuellement, en fait, le décret dispose, depuis que le décret est sorti, il prévoit maintenant, alors je peux le prendre rapidement, éventuellement, j'ai prévu de vous lire justement la disposition. On nous dit en gros, relève des revenus artistiques principaux les résidences de conception ou de production d'œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la Culture et le ministre chargé de la Sécurité sociale. Donc, en fait, on se retrouve ici face à, en quelque sorte, à un petit vide juridique qui va bientôt être comblé, puisqu'on est toujours dans l'attente de cet arrêté. Et qu'en attendant, il faut être attentif à la publication prochaine de cet arrêté qui va venir justement déterminer un peu ces conditions. Il y a quand même fort à parier que celle qui était issue de la précédente circulaire en matière de rémunération soit reprise et sans doute en effet cette référence au temps passé à la création sera aussi sans doute repris dans la prochaine disposition. Oui. Mais c'est, je trouve, assez difficile quand même de quantifier comme ça 30%, 70% sur en résidence. Je suis d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que l'exigence n'est pas du tout à l'abri de la critique parce que d'abord, elle est parfois, effectivement, il est difficile d'établir d'abord la preuve de la déclaration de la répartition du temps. Parce que c'est vrai que vous imaginez, vous avez un contrôle a posteriori de dire non, mais attendez, là, je peux vous prouver que le lundi, entre 8h et 8, ça paraît complètement, en pratique, en tout cas, difficile à mettre en œuvre. Oui. Et puis, du reste, on peut tout à fait, je dis pas que la pratique. Le fait de recourir à des contrats qui ne sont pas parfaitement respectueux de la pratique est courante, quoique on en voit souvent, mais on peut tout à fait, par systématisme, par automatisme, intégrer qu'il y a eu 70% du temps à la création et le reste, ça a été fait pour de la médiation, et en pratique, avoir des divergences entre, la théorie contractuelle et la pratique et se retrouver pratiquement dans l'impossibilité de démontrer qu'on a passé finalement plus de temps à la médiation qu'à la création, quoi. Donc peut-être que ce qu'on peut éventuellement inviter les auteurs et autrices à faire, c'est de bien lire leur contrat. Je pourrais peut-être éventuellement revenir là-dessus parce qu'il y a d'autres dispositions contractuelles qu'il faut vraiment lire avec attention, mais surtout peut-être de prendre le temps au fur et à mesure de la résidence, c'est bien de quantifier ce temps
passer à la création quand ils considèrent que finalement, ils passent beaucoup de temps à faire autre chose que créer l'œuvre, alors qu'accessoirement, ils sont là quand même pour une création. Mais ça peut très bien justement, avec la convention qu'on signe, la Villa Yourcenar, j'ai signé une convention, j'avais précisément mes 2 interventions scolaires sur 1 mois. Voilà. Donc j'étais très 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 loin des 30% de. Et ça c'est écrit, c'est noir sur blanc. Et je trouve que ça il faudrait aller vers ça, c'est-à-dire vraiment être collé, signer une convention et la respecter tout simplement. D'ailleurs, pardon Betty. Comme on l'a dit tout à l'heure, la Villa Yourcenar, c'est un peu la parfaite résidence. C'est très, très bien huilé, ça existe depuis longtemps, etc. Donc tout est cadré. Je vous prends un exemple très récent. Cet été, alors c'est le ministère, il me semble, de l'Éducation qui a, vous savez, l'histoire des vacances apprenantes de M. Blanquer. Du coup, ils ont confié au CNL, avec l'aide de la Ligue de l'enseignement et de la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse, des résidences donc gérées par le CNL qui sont dans le cadre de vacances apprenantes. Moi, je vais en faire partie des auteurs, donc on est un par région. C'est un très beau dispositif, mais ça s'est honnêtement monté entre le mois de... Ça a commencé le 1er mai, quoi, pour des résidences en juillet. Et on a été dans le flou des conditions pendant longtemps, et selon les régions, c'est dans des centres de loisirs. Alors au début, ça devait être dans des colonies de vacances. Donc il y a la question de la résidence, est-ce qu'on dort sur place ou pas? Combien de jours par semaine on y passe? Combien d'heures d'atelier, etc. Et les choses se sont décantées et résolues au fur et à mesure. Et là, on est le 24 juin. On commence officiellement le 5 ou le 6 juillet. Et pour vous dire, j'ai toujours pas signé de convention. Donc, on est quand même sur des choses qui, au fur et à mesure, peuvent poser problème. Alors, heureusement qu'ils sont gérés par la charte, notamment, et le CNL, qui sont quand même vigilants. Mais voilà, heureusement qu'il y a des professionnels derrière qui gèrent des choses. Mais c'est la résidence que j'avais fait dans le Val de Nièvre il y a... Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi, hein, je suis vraiment désolée. La résidence que j'ai fait dans le Val de Nièvre il y a quelques années, c'était extrêmement compliqué parce que j'intervenais une semaine dans les écoles, mais moi j'avais un travail à faire après. De mise en page. Et c'était, j'ai pas pu le quantifier ce travail, mais c'était au-delà des 30%, c'est évident. C'est ça le travail que ça demande, parce qu'il y a le travail de médiation et parfois on a un travail à faire auprès des collégiens, des écoles, et qu'on fait chez soi, de restitution je sais pas, de l'écriture d'un roman, d'une histoire, de n'importe quoi. Et ce travail-là, il est pas quantifiable. C'est ça. Enfin, je sais pas comment faire. Je vois pas comment faire. Et notamment, moi là, je vois sur le projet Vacances apprenantes, heureusement que la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse est impliquée dedans, puisque la charte, du coup, a imposé de travailler en demi-journée, comme si on travaillait pour la charte avec le tarif charte, et pas juste en heure. Voilà, se dire une demi-journée d'atelier, ça peut être 1 heure ou 3 heures, mais il n'empêche que c'est une demi-journée et pas 1 heure répartie sur chaque demi-journée tous les jours. Et à la fin, ça fait 30% parce qu'il y a le temps de trajet, de préparation, etc. Donc voilà, c'est des choses, oui, mais il n'empêche qu'il faut effectivement cadrer les choses le plus vite possible avec les structures accueillantes qui, elles, ne sont pas forcément professionnelles sur ces sujets-là et qui ne savent pas forcément faire, quand c'est des projets comme ça, un peu lancés, un peu à la va-vite, on va le dire. Stéphanie, oui, je vous ai coupé. Non, c'est simplement effectivement de peut-être insister au moment où on va négocier, si tant est qu'on ait un pouvoir de négociation, parce qu'on est aussi forcément, on est ravi d'entrer en résidence, alors peut-être on peut accepter un peu facilement certaines dispositions contractuelles. Il faut vraiment faire attention à ça parce que
Peut-être avez-vous parlé de ce problème-là en amont, mais il y a parfois des temps consacrés qui sont finalement sujets à discussion au plan juridique parce que vous allez vous retrouver avec des directives de la part de la structure accueillante. Certains contrôles, on va vous dire de faire de faire ça comme ça et de peut-être éventuellement refaire ce qui n'a pas été correctement fait aux yeux de la structure. Et puis, il y aurait parfois éventuellement des éléments qui nous permettraient de marquer ce qu'on appelle l'existence d'un lien de subordination. Et en réalité, c'est parfois des contrats de travail déguisés qu'on est en train d'exercer sans forcément qu'ils soient traités socialement et fiscalement comme des contrats de travail. Donc, il faut vraiment être vigilant à ces pratiques. Alors, est-ce qu'elles sont généralisées? Personnellement, je n'ai pas suffisamment de pratiques et je ne sais pas si c'est quelque chose qui arrive souvent, mais en tout cas, des retours que l'on a des adhérents qui nous sollicitent, parce que les adhérents nous sollicitent quand ils ont des problématiques à gérer, pas quand tout va bien. Mais ceux qui nous appellent pour ces problématiques de résidence, quand même, on retrouve souvent ces petites traces de subordination ici et là qui nous font dire que le contrat qu'ils ont signé n'est pas qu'un contrat de résidence. Il est peut-être finalement, il contient aussi des stipulations contractuelles qui nous font penser à du contrat de travail. Voilà. Est-ce que vous voulez rebondir dessus, Florence ou Maria? Moi, j'ai pas connaissance de cela. J'ai pas eu connaissance de ce risque-là de lien de subordination. J'ai jamais entendu parler de ce danger-là, d'aller aussi loin. Alors peut-être que alors, ça peut être ça peut être caché un peu dans les détails. Hein. Moi, j'ai eu par exemple un exemple très concret d'un adhérent qui avait des horaires d'ouverture de la structure. Il était donc sa résidence était calquée sur les horaires d'ouverture de la résidence et il était chargé de faire l'ouverture le matin, la fermeture le soir. Il avait quelques obligations à l'égard de l'entretien des locaux, par exemple. Et oui, ça, eh bien, oui, carrément. Et ça, par exemple, ça n'a rien à faire dans un contrat de résidence. Complètement étranger au projet de création, mais pour autant, c'est une forme de, vous savez, c'est un peu comme de dire, bon, on vous accueille, vous pourriez quand même nous rendre un petit service, sauf que dans le vous pourriez nous rendre un petit service, en fait, il y a un contrat de travail déguisé. Et à ce titre-là, eh bien, si les URSSAF procédaient à un contrôle, moi je dis souvent c'est un peu, je dis souvent quand les URSSAF interviennent, c'est jamais pour beurrer les sandwichs, pour faire référence à un film très connu, mais ce que je veux dire, c'est que souvent c'est ça, c'est pour redresser et requalifier un contrat de travail des éléments qui n'ont pas été considérés par les parties en tant que telles. Donc, prudence d'abord pour la structure, parce que la structure risque gros à ce moment-là, et puis évidemment pour l'auteur ou l'autrice qui est concerné, quoi. On va faire une petite pause pour que nos auditeurs voient la vidéo Ma vie, mes œuvres que nous avons concoctée avec trois témoignages de 3 auteurs sur des résidences et vous allez voir que effectivement, il y a des choses très différentes selon les types de résidences. Émilie, je te laisse lancer le Ma vie, mes œuvres, s'il te plaît. Bonjour, je suis Frédéric Vinclair, auteur jeunesse. Bonjour, je m'appelle Harout Yekmalian, je suis artiste sculpteur depuis toujours. Je suis installé comme artiste depuis 1998. Je représente aussi le Syndicat national des sculpteurs et des plasticiens. Bonjour, je m'appelle Dominique Sels, je me présente au moyen des derniers livres que j'ai publiés, c'est le plus simple, je suis écrivain. Dans ma carrière, il m'est arrivé d'accéder à des résidences artistiques de types différents, des résidences traditionnelles, mais aussi des résidences spécifiques pour les sculpteurs. Et j'ai déjà pu bénéficier d'une résidence d'artiste dans le cadre d'un salon du livre qui se passe à Rennes, qui s'appelle Rue des Livres. C'est organisé par une association qui a des partenariats avec différents établissements publics de la ville, des collèges, des lycées. Donc j'avais déjà pu, l'année précédente, rencontrer des élèves dans des lycées grâce à cette association, grâce à ce salon. Et l'année d'après, ils m'ont donc proposé cette résidence d'écriture qui n'était pas vraiment une résidence puisque je ne logeais pas sur place, c'était dans un collège, mais je suis venu à plusieurs reprises, 8 ou 9 interventions de mémoire sur presque 5 mois. Par 2 fois,
pour les 2 livres dont je viens de vous parler, La campagne d'Ouvremonde et 10 coups de hache, la région Île-de-France m'a attribué une résidence d'écrivain. Alors, la région finance l'écriture d'un livre et charge à l'auteur de trouver un lieu dans la région, dans la ville, où programmer des rencontres avec les publics. Pour les 2 exemples que je viens de vous donner, le livre soutenu et la nature des rencontres avec le public n'ont rien à voir. Le principe, c'était de venir sur des demi-journées, de travailler avec 2 groupes classes bien distincts, et d'abord de les familiariser avec l'écriture, qui est vraiment pour eux quelque chose de scolaire, et puis ensuite de libérer un peu leur façon de travailler et de rendre un écrit très précis. On avait un thème et il fallait qu'on fasse une sorte de livret à la fin. J'ai recherché des lieux majeurs utiles à la nation, l'hôpital, et puis cette année l'école. Donc la première fois c'était l'hôpital Saint-Louis et l'hôpital Fernand Vidal. J'ai souvent accédé à ces résidences par bouche à oreille, par des collègues, en présentant les candidatures spontanées et en répondant à des appels d'offres et aux appels au projet. On accède à une résidence d'écrivain en déposant un dossier de candidature fastidieux à remplir, à élaborer, qui demande d'investir de manière risquée plusieurs mois de travail, présenter un projet d'écriture, mais en parallèle chercher un lieu partenaire et inventer la nature des rencontres en fonction bien sûr de ce lieu. Les résidences qu'on appelle les symposiums de sculpture sont particulières. Elles comportent souvent aussi un élément pédagogique, les rencontres avec le jeune public, les élèves des écoles des beaux-arts et tout simplement le public, parce que souvent la condition c'est de la réalisation des œuvres originales en public en taille directe. Ça a été extrêmement simple sur l'organisation. Rue des Livres m'a contacté, j'ai dit oui, après tout a été vraiment très facile. Je n'ai rencontré personne du lycée, on a fait... Enfin si, on les a rencontrés en visio, on s'est rencontrés en visio pour parler un peu du projet, et puis j'ai eu un document à signer qui m'engageait en fait sur le principe. Très simple à organiser, très difficile à mener, puisque c'est un collège de ZEP avec pas mal de violence, de trafic de drogue, des jeunes qui sont dans des familles très nombreuses, dans des petits locaux, donc qui étaient très fatigués. Ça n'a pas été simple, et puis le niveau était beaucoup plus faible que ce à quoi je m'attendais, donc moi il a fallu que j'adapte le projet en cours de route. Il y a aussi des problèmes, souvent les problèmes liés aux droits d'auteur, parce que si on expose, les droits de présentation ne sont pas payés. Souvent, on nous demande la présentation des projets avant la sélection. Ça veut dire ça impose un travail gratuit, même aux gens qui ne seront pas sélectionnés. La destination des œuvres reste aussi conflictuelle parce que souvent l'œuvre, la valeur de l'œuvre ne correspond pas du tout à la rémunération proposée, et malheureusement souvent et surtout les jeunes artistes, les jeunes sculpteurs payent des frais de ces contrats inadéquats. Il y a aussi des problèmes, souvent les problèmes liés aux droits d'auteur, parce que si on expose, les droits de présentation ne sont pas payés. Souvent, on nous demande la présentation des projets avant la sélection. Ça veut dire ça impose un travail gratuit, même aux gens qui ne seront pas sélectionnés. La destination des œuvres reste aussi conflictuelle parce que souvent l'œuvre, la valeur de l'œuvre ne correspond pas du tout à la rémunération proposée, et malheureusement souvent et surtout les jeunes artistes, les jeunes sculpteurs payent des frais de ces contrats inadéquats. De nombreux dossiers sont déposés, peu sont retenus, car le financeur a une certaine enveloppe bien entendu, donc on est content lorsque l'issue est favorable, et on peut ensuite comparer ça à un contrat à durée déterminée, mais
ce n'en est pas un. Ce qui apporte, ça apporte un grand contact avec le public, avec les professionnels, avec les collègues, des échanges de techniques aussi, parce qu'en travaillant simultanément avec 3 ou 4 autres collègues, nous sommes en contact permanent et nous échangeons nos expériences, nos techniques, nos visions de l'art, des formes, des textures, des idées, plus globalement. Moi, ça m'a vraiment apporté de futurs personnages, des intrigues, et puis aussi un éclairage assez fort sur c'est quoi le public ado aujourd'hui, c'est quoi la réalité de certaines familles, de certains établissements. Donc, ouais, de se rapprocher du public et de comprendre que pour eux, la lecture et l'écrit, c'est loin d'être une évidence. Donc, mes rencontres avec le public, c'est souvent des ateliers de lecture à voix haute, de conversation. Ça va approvisionner en instants de lecture, en personnages lisant autres que moi-même, et ça a activé mon projet de romancer, de dramatiser cette neurologie de la lecture dans un roman. Voilà, et aussi de désacraliser ma propre figure d'écrivain. Je suis arrivé un peu, pas en roulant des mécaniques, mais très honnêtement avec un ego un peu surgonflé, en me disant je suis un auteur qui va rencontrer son public. C'était pas du tout le cas, ils ne savaient pas du tout qui j'étais, ils ne savaient pas du tout ce que j'écrivais, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas lu. Donc je suis revenu à une certaine réalité dans ce collège. Je trouve que c'est bénéfique pour n'importe quel artiste de bénéficier dans sa vie au moins de quelques résidences comme ça qui enrichit énormément. Nous voilà de retour pour la dernière partie, les dernières 15 minutes de notre web émission. On va en profiter pour aborder un dernier sujet qu'on a déjà pas mal survolé, qui est en fait la question de comment se préparer au mieux pour les résidences et quels sont les écueils à éviter en tant qu'auteur quand on s'apprête à dire oui et à signer une convention pour une résidence. Stéphanie ? Il y a pas mal de petites choses à regarder, je pense, avant de signer un contrat et puis avant justement de s'engager dans ce projet-là. D'abord, la première chose, je crois, c'est d'aller faire un tour sur le site de Florence Hinkel, cette autrice formidable qui a un tas de ressources indispensables pour la vie d'un auteur ou d'une autrice, la vie professionnelle. Donc, je vous invite vraiment à aller voir son site. Globalement, il faudrait être vigilant à plusieurs choses. D'abord, est-ce qu'il va y avoir des rencontres avec le public ? Oui, non, et quel en termes de quantité, si par exemple le contrat ne l'indique pas, c'est de demander à la structure, voilà, comment est-ce que l'on répartira les choses de façon à être un petit peu informé et de ne pas tomber dans le piège de cette disproportion qu'on a pu envisager tout à l'heure. Il faudra aussi être vigilant au sort des œuvres qui vont être créées. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont faire l'objet d'une présentation publique? Est-ce qu'elles vont faire l'objet d'une reproduction? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le contrat qui prévoit est-ce qu'il y a des dispositions dans le contrat qui sont propres en fait aux droits d'auteur, tout simplement? Et puis ensuite, on va essayer de négocier une rémunération en contrepartie de chaque élément qu'on vient de dire. C'est-à-dire que s'il y a des rencontres publiques, ça peut évidemment faire l'objet d'une contrepartie supplémentaire. S'il y a cession de droit, évidemment, il faut exiger une contrepartie de l'exploitation de l'œuvre. Il y a aussi des éléments, c'est tout bête, mais c'est les frais. Est-ce qu'il y a des frais de restauration? Est-ce qu'il y a des frais de déplacement? Est-ce qu'il y a des frais d'hébergement? Est-ce qu'il y a des frais, par exemple, qui pourraient être relatifs au transport des œuvres? Alors, ce serait plus pour une résidence artistique, mais tout ça doit forcément appeler la vigilance des auteurs et autrices. Et puis, un dernier point, alors là, pour le coup, qui est très matériel, qui n'est pas juridique à proprement parler, mais qui peut se contractualiser. Et c'est important d'être vigilant à ça. Parce que j'ai vu, moi, des aventures un peu malheureuses à ce sujet, à l'endroit de ce que je vais dire maintenant. C'est les locaux qui vous accueillent. Quelle est la surface de ces locaux? Est-ce que ce sont des locaux qui sont individualisés ou est-ce qu'ils sont partagés? C'est-à-dire, moi, j'ai vu, par exemple, un contrat où
l'auteur découvre, c'était pourtant indiqué dans le contrat, il aurait pu voir, mais bon, il n'a pas forcément lu avec beaucoup d'attention, et il se retrouve finalement en 2 mois en résidence à partager une chambre avec 8 lits superposés et finalement à être privé d'une intimité qui, évidemment, nous est très chère en temps normal, mais sans doute encore plus quand on est dans un projet créatif. Est-ce qu'il y a des trucs tout bêtes, une connexion Wi-Fi? Je veux dire, si vous n'avez pas de Wi-Fi, peut-être vous êtes simplement dans l'incapacité à créer normalement. Est-ce que vous pouvez faire venir votre famille? C'est tout bête, mais j'ai vu aussi un autre contrat dans lequel l'artiste plasticien, en l'occurrence, ne pouvait pas recevoir sa conjointe. Il est resté dans les locaux pendant 3 mois. Et il a fallu, systématiquement qu'il voyait sa conjointe, il fallait qu'il prenne une chambre d'hôtel à côté parce que la visite de la famille était tout simplement interdite dans la structure. Vous voyez, tous ces éléments-là qui vont rendre votre vie en résidence plus compliquée si vous n'avez pas été vigilant, eh bien, auraient pu être évités finalement si vous aviez prêté un peu plus attention à ces éléments-là. Et puis, il y a peut-être encore un élément supplémentaire, c'est l'adéquation entre l'activité de création et, je dirais, le matériel qui est mis à la disposition de l'auteur ou d'autrice pour créer, pour réaliser son projet. Parce qu'il doit y avoir la mise à disposition de matériel qui vous permettent de réaliser votre projet artistique ou littéraire, sinon ça ne sert à rien, quoi. Ce n'est pas une structure d'accueil. Donc vraiment, faites attention à ça. Oui. Moi, j'ai rien à ajouter, c'est exactement ça. Tout à fait d'accord avec vous. Oui. Mais je ne pensais pas que, franchement, alors là, la chambre commune avec des lits superposés, là, j'allais en parler justement des capacités d'accueil. C'est extrêmement important, d'avoir une imprimante à disposition quand on écrit, d'avoir le Wi-Fi. Calme, le minimum, c'est le calme. Le Wi-Fi, une ligne téléphonique, bien sûr, on a nos portables, c'est évident, mais peut-être, ce genre de petites choses qui font que d'un seul coup, la résidence devient plus confortable. Et je ne crois pas qu'on soit exigeant à exiger avec ces petites choses-là. Voilà. Et pas être chez l'habitant, par exemple. Ça, je trouve ça important aussi. Parce que, alors, je ne sais pas dans les résidences si ça existe. Ça existe dans les salons où on est logé. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'être logé chez l'habitant dans des salons avec des histoires, de rentrer le matin pour aller prendre ma douche et de voir le monsieur qui me recevait en slip, parce que lui-même sortait de sa douche. Enfin, il y a des trucs, c'est hyper gênant. Il n'y a pas... Moi, je sais pas, ça aussi, alors là, ça concernait des salons, mais sur les résidences, est-ce qu'il y a des résidences avec logement chez l'habitant? Il faut l'éviter aussi. Je pense qu'il devrait y avoir... peut-être, je sais pas, il n'y a pas un livre aussi qui existe, un petit livret, un petit fascicule qui donne quelques conseils? Il y a, pas forcément, alors, sans doute ça existe et auquel cas, j'espère on me les enverra pour justement pouvoir les distribuer au maximum. Mais en tout cas, moi, ce que je peux conseiller vivement, c'est un contrat de résidence qui a été rédigé par l'USOPAV, qui est disponible sur le net, vous le trouverez facilement, qui est très bien fait, qui est très équitable et qui justement reprend un peu tous ces points que je viens d'évoquer, si bien que même si vous avez généralement la structure vous soumettra un contrat, alors évidemment vous serez là, mais est-ce que je peux le négocier? Pas forcément, mais ça peut permettre en tout cas aux auteurs et autrices de comparer un contrat, celui qu'on leur demande de signer, à ce contrat qui a été rédigé par l'USOPAV. Alors pour info, l'USOPAV, c'est une réunion de plusieurs organisations contre le CAP, le CEF, l'UNPI et le SNP. Et donc eux ont travaillé à ça et vraiment le contrat est très bien fait. D'accord. On en parlait tout à l'heure en off, Maria et Florence, encore une fois, c'est la question de la négociation, comme on l'a avec la négociation de nos contrats, en fait. Exactement, exactement. Vous deux, après ce live, à la fin de ce live, si demain vous êtes amenés à refaire des résidences, quelle serait pour vous la résidence parfaite qui cocherait toutes les cases dont vous avez besoin pour travailler au mieux? Toutes les cases sont cochées à la Villa Marguerite Yourcenar. Je n'y retournerai pas une 3e fois dans ma vie, là 2 fois, ça y est. Pour moi, c'est le lieu idéal pour consacrer mon temps au projet littéraire, à la fois en ayant quelques rencontres publiques avec des scolaires, en étant
nourris, logés, accompagnés en bénéficiant à la fois de Wi-Fi, d'imprimantes, de médiatrices, de personnes qui s'occupent que du bonheur et du bien-être de l'écrivain. Voilà, pour moi, c'est la résidence idéale, c'est-à-dire que c'est excellent en tout terme, y compris la bourse, y compris une somme forfaitaire de 300 € pour les déplacements, pour arriver, partir, pour partir en week-end si on veut. Enfin, c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Et moi, c'était vraiment, alors je suis d'accord, comme Maria, c'était celle de Nouvelle-Zélande, où en même temps, j'ai été quand même très soutenue par il y avait peu de Français, mais par les Néo-Zélandais qui parlaient extrêmement bien français, avec des rencontres avec des écrivains néo-zélandais. Mais voilà, j'avais un problème, je pouvais appeler, mais on me laissait tranquille, quoi. J'étais pas seule dans le sens où on vous largue et on vous dit débrouillez-vous dans 5 mois. Non, il y avait des invitations, il y avait des petits coups de fil pour savoir si tout allait bien. Mais bon, c'était l'idéal également, hein. L'idéal. Mais bon, après, oui. Après, je ne sais pas si on a tant que ça qui satisfassent, voilà, qui vont satisfaire tous les écrivains, quoi. Je ne sais pas. Villa Marguerite Yourcenar, j'en avais entendu parler. Effectivement, c'est toujours dithyrambique quand on en parle. Toujours. Mais après, est-ce que toutes les résidences sont aussi bien? Moi, je sais que Val-de-Nièvre, c'était moins bien. Et je ne sais pas. Stéphanie, on peut peut-être du coup continuer sur cette question-là. Est-ce qu'il y a... Enfin, nous, quand on en discute entre nous, on en parlait notamment avec Florence Hinkel, on voit quand même une certaine dégradation des conditions sur les résidences ces dernières années. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu ? Peut-être avec un autre prisme, mais globalement, ce qu'on voit surtout depuis plusieurs années, c'est une dégradation globale des conditions des auteurs et autrices. C'est-à-dire que là, il y a les contrats de résidence, mais on le voit aussi dans les contrats d'édition et puis dans d'autres contrats. Moi, c'est plus, encore une fois, une vigilance. On voit encore une fois que cette logique romantique, elle a la peau dure. Et en fait, on entend tout le temps ce refrain-là, mais tu as une chance considérable d'être accepté dans cette résidence. Tu ne vas pas non plus oser négocier les dispositions. Bah si, en fait, parce que c'est mon travail et que je ne peux pas tout accepter à n'importe quel prix. Et oui, c'est une chance d'écrire, oui, c'est une chance d'être publié, oui, c'est une chance d'être accepté en résidence, mais il ne faut pas non plus que ça menace j'allais dire notre intégrité intellectuelle, mais c'est un peu ça en fait, et notre sécurité juridique surtout, donc il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, parce que parfois, pour certains cas que j'ai eu à traiter personnellement, la résidence a pu aussi se transformer en cauchemar. Voilà. Oui, ouais, malheureusement. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur d'autres sujets ? Ah, on avait quand même une question que je n'ai pas traitée, je ne sais pas si on va arriver à y répondre vraiment. Comment se finance le fonctionnement avec, par exemple, le lieu et les salariés des structures qui accueillent les résidences ? Ça va dépendre, mais effectivement, il faut bien distinguer la bourse de création, notamment, enfin la bourse de résidence qui souvent va être CNL ou agence régionale du livre, du fonctionnement de la structure en elle-même, qui sont deux choses différentes en fait. Stéphanie, je ne sais pas si vous avez... Oui, c'est tout à fait ça. Puis, c'est vraiment une question peut-être un peu trop large, il faudrait vraiment essayer de cibler au cas par cas, donc c'est compliqué d'avoir une réponse toute faite. C'est ça. Je voudrais quand même dire que j'ai peut-être été très pessimiste et encore une fois, je voudrais rappeler que je suis juriste et qu'en fait, je parle avec mon propre référentiel. Non, parce que, en fait, moi, quand on vient me voir, c'est généralement qu'il y a un problème. Donc, je ne parle que de problèmes à longueur de temps et je voudrais aussi vous dire que je ne voudrais pas minimiser les situations dans lesquelles ça se passe très, très bien. Et voilà, je ne voudrais pas inquiéter non plus et décourager les uns et les autres et les unes et les autres à faire cette démarche-là parce que, encore une fois, voilà, c'est mon référentiel et quand on vient me voir, c'est généralement qu'il y
il y a un problème, je suis désolée. Mais comme on le disait au tout début avec Sylvie de la MEL, on a en tout cas à la MEL, ils ont entre 135 et 150 projets de résidence chaque année répertoriés. Donc on peut se dire qu'il y a un choix très large sur l'ensemble du territoire, à l'étranger. Donc potentiellement, il y a autant de résidences que d'auteurs qui... pas vraiment ça, mais de type d'auteur et de la façon dont on a envie de travailler, avec médiation ou pas, avec du calme et de la solitude ou pas, en partageant avec d'autres auteurs ou pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités, effectivement, à chaque auteur de bien les étudier en amont avant d'accepter et de signer une fois de plus, quoi. Moi, j'encourage les auteurs, les autrices à postuler à ces résidences. Je les encourage parce que je trouve que c'est vraiment des moments exceptionnels où on est vraiment, ce que je disais au début, déchargé. On n'a pas aucune... On peut ne avoir aucune charge mentale. Moi, j'encourage vraiment. Par exemple, à la Villa Yourcenar, ils ont des candidatures, mais ils n'en ont pas tant que ça. J'ai discuté avec la directrice, Marianne Petit, qui me disait qu'il fallait en parler, qu'il fallait vraiment... c'est une super résidence et il n'y a pas tant de dossiers que cela. Donc, et le lieu est très beau. Le lieu est très beau. Ouais. Ouais. Magnifique. Il faut tenter il faut faire des dossiers et encore une fois, alors il y a le site de la MEL où il y a pas mal de choses qui sont répertoriées, mais moi si j'encourageais les gens, moi je fais comme ça, je tape résidence d'auteur dans ma région ou dans une autre région et puis on voit toute la multitude des choses proposées. Il y avait aussi une question sur est-ce que c'est possible quand on est artiste peintre. Bien entendu, il y a des résidences pour tout type de création artistique, le cinéma aussi, etc. Donc voilà, il faut tenter et aller dans les cases où on rentre, pas essayer de tenter des choses où on ne peut pas prétendre à telle ou telle résidence. Par exemple, si on a édité qu'un seul livre et que c'est une résidence où il faut en avoir édité au moins 3, effectivement, ça va être compliqué, mais il y en a un peu pour tous les types d'auteurs. Effectivement, comme on disait au début, ça permet d'être quand même rémunéré pendant son acte de création, ce qu'on n'a pas vraiment l'habitude dans notre métier, malheureusement. Voilà. Est-ce que l'une de vous veut conclure sur quelque chose ou est-ce que c'est bon, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire et on peut s'arrêter là à l'heure? Oui, non, mais je suis d'accord avec Maria. Il faut vraiment tenter une fois de faire une résidence. De toute manière, humainement, c'est très riche. Voilà. Effectivement. Je pense que c'est le mot de la fin. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu, pour certaines au pied levé, dans cette web émission et de nous avoir partagé vos expériences et vos conseils. Et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain live de la Ligue. Merci beaucoup. Et Émilie, tu peux lancer le générique de fin. Merci. Merci. The dreams